Winter Joseph me dit, tu disais être contre les playoffs, mais du coup, quelle est la solution pour rendre la lutte pour le titre plus disputée, sûrement avec autant d'écart de budget entre le PSG et les autres? Dans les autres championnats, l'écart n'est pas aussi marqué entre les grosses équipes. Il est pas aussi marqué, mais c'est quand même toujours les mêmes qui sont au bout. Hein. Je veux dire, quand c'est pas le Real, c'est le Barça. Quand c'est pas Manchester City, c'est Liverpool. Quand c'est pas le Bayern, bah c'est le Bayern. Hein. Sauf une fois de temps en temps, quand c'est les Leverkusen, comme l'année dernière. Comme c'est arrivé aussi 3 fois depuis que le Qatar est en France. Donc, faut arrêter de croire qu'il y a qu'en France qu'il y a un club qui est grandissime favori. Après, je rappelle que le PSG, sur les 5 dernières années en Ligue des Champions, a fait donc maintenant 2 finales et une demi-finale. Donc, je pense que quand tu as un club de cette dimension dans un championnat de la dimension de la Ligue 1, ça veut dire nécessairement que tu es, indépendamment de toute considération budgétaire, tu as une équipe qui est largement au-dessus des autres. Maintenant, je pense que quand tu finis avec 20 points d'avance et qu'on te dit, bah non, finalement, tu vas faire un match d'appui où finalement, le seul intérêt de ce match d'appui, c'est que tu te fasses niquer par une équipe qui a terminé 20, 25 ou 30 points derrière toi. Je pense qu'il n'y a aucune équité sportive là-dessus. Je pense que c'est aussi au club adverse de mieux travailler. Encore une fois, je le répète, c'est pas parce que le PSG a 800 millions de budget que Marseille a perdu 2 fois contre Auxerre, a pris 1 point contre Strasbourg en 2 matchs, qu'a pris 1 point contre Reims. Voilà, donc il faut bien travailler. Il faut aussi, je veux dire, Marseille, quand il joue contre Auxerre, là aussi il y a une différence de budget énorme et ils perdent 2 fois. Donc voilà, il faut que les clubs qui sont derrière le PSG travaillent mieux, soient plus qui perdent 2 fois contre Paris, à la limite pourquoi pas, mais il faut qu'ils réduisent l'écart sur les autres matchs. Et ça ne tient qu'à eux. Alex Penon me dit, Tony Yoka a disputé samedi son dernier combat de son aventure avec Canal+. Peut-on parler d'échec tant les ambitions annoncées étaient élevées? Avait-il selon toi le niveau de ses ambitions ou bien s'agissait-il d'un coup de com' de la chaîne? Crois-tu en un rebond pour lui? Alors j'ai pas vu le combat de Tony samedi parce que il y avait la dernière journée de championnat. Quand Tony a signé ses matchs avec Canal, il est venu faire des émissions à Canal, donc je l'ai croisé, on a vraiment bien sympathisé et bien accroché avec lui et sa team. Au début, Canal demandait aux figures de la chaîne, donc je faisais partie d'aller au combat pour être dans les premiers gradins, pour donner un petit peu de consistance à l'événement. Et c'est vrai que moi, je m'y suis pris au jeu et que finalement, j'allais à tous ces combats pour le supporter parce que je l'aimais bien. Après, j'y connais rien en boxe. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que pour un poids lourd, il manque quand même sévèrement de punch. Je pense que c'est un très bon technicien, mais que voilà, ses coups ne font pas mal. Il était champion olympique, donc je pense que de toute façon, quand Canal investit autant d'argent dans un projet, c'est que forcément il y croit, et pas juste pour faire un coup de com'. Donc je pense que si Tony Yoka a déçu, Canal aussi est déçu de ce deal. Maintenant, est-ce que je crois à un rebond pour lui? Bon, pour ce que j'ai pu voir et lire, la victoire contre le Russe est un peu tiré par les cheveux, pour pas dire plus. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Maintenant, il est plus tout jeune non plus, même si dans les poids lourds, tu as une carrière qui peut être un petit peu plus longue, mais voilà, le punch, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, quoi. Yvous me dit, on parle d'un éventuel départ de Genesio de Lille. J'apprécie énormément ce coach et son boulot partout où il passe. Pourquoi a-t-on une impression d'instabilité depuis son départ de Lyon? Il peine à se stabiliser plusieurs années dans un club. Que se passe-t-il à Lille? Je pense que ce qui se passe à Lille, c'est que tu as un président extrêmement omnipotent qui s'appelle Olivier Létang, qui fait un travail titanesque, parce que le redressement financier qu'il a opéré sans que le club ne perde de son niveau sportif, c'est quelque chose
d'assez prodigieux, mais que Olivier Létang a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui la ramène beaucoup et qui est très interventionniste et qui aime bien les micros, hein. C'est pas un défaut non plus. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit être peut-être un petit peu fatigant à vivre au quotidien pour un coach. Effectivement, Bruno se laisse parfois, à mon avis, envahir trop rapidement par une forme de mal-être. Olivier Létang a dit qu'il n'envisageait pas la suite de l'aventure lilloise sans Bruno Genesio. Donc, je pense qu'une bonne discussion entre les deux devrait permettre, à mon avis, de solutionner le problème. Gaudi44 me dit Greenwood qui termine meilleur buteur du championnat avec Dembélé. Que penses-tu de ce joueur et peut-on lui faire confiance pour l'année prochaine en Ligue des Champions? Je pense que Greenwood appartient à cette catégorie d'attaquants qui tentent énormément de choses difficiles, le coup dur, quoi, voilà. C'est un puncher, comme a pu l'être le meilleur Neymar, comme le peut être Désiré Doué, comme peut être Cherki. Ce sont des joueurs qui tentent des choses difficiles et donc il faut accepter qu'ils aient un déchet supérieur à des joueurs qui ne tentent rien. Le problème de Greenwood, c'est parfois son implication dans certains matchs qui laisse vraiment à désirer. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Surtout, voilà, t'as un joueur qui peut être inexistant pendant 80 minutes et qui te fait la décision d'une frappe extraordinaire dans les 10 minutes qui restent. Voilà, il a mis 21 buts. C'est vrai qu'il a mis beaucoup de pénaltys, mais bon, ça reste quand même un joueur qui a été très important dans la saison de l'OM. Je pense que si l'OM ne compte pas sur lui sur l'année prochaine, faut vraiment commencer à douter un peu de la façon dont ces gens construisent un effectif. Je pense que c'est un mec qui a mis 21 buts, voilà, ça se respecte. PA me dit, après une conférence de presse riche en émotions, Will Steele rentre auprès des siens selon ses dires. Penses-tu qu'il n'a pas supporté sa saison plus que mitigée avec Lens? A-t-il du mal à reprendre l'héritage francaise ou était-il finalement surcoté? Voilà, une question bien à charge. Je pense surtout que Will Steele rentre en Angleterre parce que sa femme est malade et qu'il a envie d'être auprès d'elle. Moi, j'ai bien connu ça avec Fred Antonetti qui a arrêté aussi d'entraîner pour s'occuper de sa femme qui était très malade et qui d'ailleurs malheureusement est décédée depuis. Et je pense pas que pour l'instant la vie de la compagne de Will Steele soit engagée dans cette histoire. Donc j'ai du mal avec le fait de toujours tout remettre en cause et d'aller voir des raisons cachées. Je pense que voilà, ça suffit. Je pense de toute façon que Will Steele est très attaché à l'Angleterre. Voilà. Après, qu'il n'ait pas kiffé son année à Lens, qu'il n'ait pas kiffé que on lui vende quasi l'intégralité de sa défense au mercato d'hiver, qu'il ait des doutes sur les moyens et les réelles ambitions du club la saison prochaine, c'est peut-être quelque chose qui a joué, mais je pense vraiment là que c'est lui faire un mauvais procès de l'accuser de se servir de la maladie de sa compagne pour quitter et fuir le club. Fred Lichtel me dit quel favori pour vous entre Reims et Metz? J'ai vu Metz-Dunkerque et c'était pas Jojo, hein. C'était vraiment pas Jojo. Tout ce que je sais, c'est qu'entre Reims et Metz, il va y avoir vraiment mais très très peu de buts. C'est même une double confrontation qui peut se jouer sur un seul but. La ferveur, elle sera clairement côté messin, parce que je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'ambiance à Saint-Symphorien qu'à Delaune. Après, ça dépendra aussi du niveau des Japonais de Reims. Voilà, évidemment, si Reims peut compter sur un bon Nakamura, ça changera peut-être un petit peu la donne. C'est vraiment très très serré comme match. Il est évident en plus que Reims, qui est supposé au départ être l'équipe avantagée, puisque c'est l'équipe de Ligue 1, que Metz a déjà eu un match de plus de barrage à jouer. Mais là, effectivement, le fait qu'il y ait cette finale de Coupe de France entre les deux matchs de barrage, c'est évidemment un gros caillou dans la chaussure des Rémois. Honnêtement, vraiment, là, je ne saurais pas dire qui va passer entre les deux équipes.